Et comme entrée en matière, donnons quelques chiffres qui correspondent au harcèlement scolaire. Donc, en France, les chiffres révèlent que 800 000 à 1 million d'élèves seraient victimes de harcèlement, soit entre 6 à 10% d'entre eux. Et la source vient de Sena.fr, article écrit le 26 janvier 2023. Et encore, selon l'UNICEF France, un enfant sur deux se dit victime de harcèlement dès l'âge de 7 ans et un adolescent sur 4 à 18 ans. Et entre 2014 et 2018, la France est passée du 13e au 40e pays sur 42 du point de vue de la proportion de mineurs âgés de 15 ans se disant victimes. Et la source vient de Sena.fr. L'article a été écrit le 22 septembre 2021. Et en Belgique, on estime qu'un élève sur trois est victime de harcèlement scolaire. La source vient de dhnet.be et l'article a été écrit le 30 mai 2023. Alors, que t'inspirent ces chiffres, Aziza? Alors, en l'état, je pense qu'ils sont sous-estimés, dans le sens où malheureusement, le harcèlement a des formes tellement diverses que certains parents ou certains adolescents ou enfants peuvent parfois passer à côté en minimisant, je pense, un petit peu ce qui peut se jouer dans leurs interactions avec leurs camarades de classe ou autres. Mais effectivement, les chiffres sont quand même alertants. Mais quand tu dis minimiser, ça voudrait dire à quel point? Parce que déjà, un sur trois ou bien un sur quatre, c'est quand même déjà assez beaucoup. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on peut à tort euh, partir du principe que des moqueries à répétition ou être la cible d'attaque va sembler anodin. Et si notamment il n'y a pas une sensibilisation particulière à la question du harcèlement, et ça on le sait malheureusement dans toute famille, ce n'est pas nécessairement un sujet à part entière, comme je l'indiquais, on peut passer à côté. On peut passer à côté des signes indiquant que l'enfant peut être harcelé. Ah, d'accord. Donc, en fait, si je veux essayer un peu de résumer, tu estimes que peut-être quand ils disent un enfant sur deux ou bien un enfant sur trois, ils parlent des formes plus graves du harcèlement et même pas peut-être des prémices qui sont encore peut-être un peu mineures, comme par exemple, tu as expliqué les moqueries. Donc, c'est... Oui, tout à fait. Oui, D'accord, tout à d'accord, fait. d'accord. Mélissa, vu que tu es en France, est-ce que les chiffres, toi, t'étonnent? Parce que, voilà, tu es un peu notre petite boussole vu que tu es en France et tu n'es pas psychologue, mais, mais bon, je veux juste savoir ton avis par rapport. Non, je vais être honnête, ça m'étonne pas du tout parce que c'est vrai que, alors, enfin, oui, c'est peut-être que comme le disait Aziza, hein, les chiffres sont peut-être sous-estimés, mais honnêtement, ça m'étonne pas du tout, en tout cas qu'il y en ait au moins autant que ça, parce que tout simplement, en fait, enfin, quand on voit même de manière générale, quand on parle avec des gens qui ont été, enfin, en fait, tout simplement, des personnes de ma génération, moi, je me rends compte en fait qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui finalement ont subi du harcèlement, pas forcément du harcèlement grave, mais ça reste toujours une forme de harcèlement, ça peut toujours être compliqué. Et je pense que oui, effectivement, bah, en fait, ce qui est compliqué, bien sûr, c'est de prendre en charge ça. C'est aussi parce que forcément, en fait, à cet âge-là, certains enfants ne parlent pas forcément. Mais ouais, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, beaucoup, beaucoup le subissent sans même que Sans ce le soit dire. réellement Ouais. exactement, en fait, sans le dire et sans que ce soit après pris en compte par l'administration. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. D'accord. Et c'est justement pour ça que Aziza est là, parce qu'effectivement, beaucoup d'enfants subissent de harcèlement et les parents ne sont pas au courant. Donc, la première question que on te pose, Aziza, en tant que professionnel, en tant que parent ou tuteur, quels sont les signes à ne pas manquer? Alors, en l'état, ce qui va être interpellant, schématiquement, cela va être les changements de comportement de l'enfant. Ce qui va être assez flagrant, c'est un manque de motivation le matin à l'idée d'aller à l'école, le fait que les notes chutent, notamment, ça peut être un indicateur que potentiellement quelque chose ne va pas. L'enfant peut développer des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation.
Il peut avoir des signes notamment somatiques, type maux de tête, maux de ventre. Parfois, vous allez vous apercevoir que le week-end va bien se passer et que le dimanche soir, voilà, l'état de l'enfant va potentiellement se dégrader. Et le lundi, bon, potentiellement, vous allez le garder à la maison puisque voilà, vous allez partir du principe qu'il ne se sent pas très bien. Et ces signes-là peuvent, alors comme on se le disait tout à l'heure, ça reste quand même assez subtil et ça peut être associé à d'autres événements dans la vie de l'enfant, mais effectivement, ça peut être déjà des signes interpellants qui doivent interpeller. Et est-ce qu'on peut aussi considérer peut-être la violence? Si d'habitude c'est un enfant qui est doux et que subitement il devient violent, agressif, en colère, est-ce qu'on peut voir ça Oui, comme un signe? oui, tout à fait, ça fait écho au changement du comportement. C'est-à-dire que, en effet, si on note notamment de l'irritabilité, on va se dire ça comme ça, mais un besoin de potentiellement décharger la colère, alors que ce n'est pas dans les habitudes de l'enfant, il sera peut-être important voilà, de creuser un petit peu pour savoir quel est l'objet de son mal-être. Et est-ce qu'on ne peut pas aussi regarder au niveau déjà, au niveau de ses fréquentations de ses amis? Par exemple, avoir des questions peut-être à l'enfant, savoir comment ça s'est passé à l'école, est-ce que tu as des amis? Et un peu essayer peut-être, si peut-être l'enfant dit que oui, j'ai deux, trois amis, essayer de déjà l'enfant décrive comment sont ses amis avec lui, je sais pas. Est-ce qu'on peut pas aussi essayer de faire ça dans une conversation normale, hein, juste pour essayer de voir quoi? Alors, pour le coup, ce que tu évoques, Champi, est très pertinent et en l'état, ça doit être mis en place depuis tout temps. C'est-à-dire que, alors, il ne faut pas attendre le changement de comportement de l'enfant pour schématiquement s'intéresser à ce qui peut se passer un petit peu à l'école. On peut se le dire presque dès l'entrée en maternelle, hein, schématiquement. On, on peut déjà, voilà, ritualiser le fait de le questionner un petit peu par rapport à ses interactions sociales, à son ambiance de travail à l'école et effectivement ses relations avec ses camarades, bien évidemment. Et la maîtresse ou le maître. D'accord. Et donc, bon, je ne sais pas si la question, elle est préventive ou bien elle est défensive, mais comment est-ce que le parent, le tuteur, peut-il apprendre à son enfant à se défendre ou à se protéger contre les harceleurs? Donc, c'est une Bon, question. avant même ta question, hein, Champi, j'ai une question pour Aziza par rapport à la dernière question qu'elle répondait tout à l'heure sur le fait de communiquer avec l'enfant et tout. En fait, je Oui. voudrais demander comment est-ce qu'on peut faire pour mettre un enfant en confiance de telle manière qu'il puisse nous parler forcément sans se savoir juger, même par son propre parent, sans qu'il ne se sente jugé ou alors sans qu'il ne se sente mal peut-être de raconter que voilà, ma journée s'est passée comme ça, mes amis ne sont pas tels que tu penses, parfois ce sont des personnes mauvaises ou parfois elles me font de mauvaises blagues. Je pense que pour un enfant, c'est aussi difficile d'avouer cela à ses parents qui se font parfois peut-être beaucoup d'inquiétudes pour eux, quoi. Oui, c'est tout à fait pertinent, Fiona. La relation de confiance va, comme je l'indiquais tout à l'heure, va s'établir dès le plus jeune âge et on doit faciliter la communication au sein de la famille et faciliter effectivement les confidences. Euh, pour que l'enfant se sente à l'aise, on doit le sensibiliser et le prévenir qu'effectivement, malheureusement, il peut y avoir parfois des personnes un petit peu mal intentionnées, mais qui ne doivent pas garder ça pour lui et qui n'hésitent pas à revenir vers l'adulte ou vers ses parents pour pouvoir discuter des choses qui ont pu voilà, le rendre triste, puisque comme je vous disais, l'idée c'est de vraiment travailler sur cette relation de confiance le plus tôt possible. Et déjà très tôt, même en maternelle, hein, on peut très bien expliquer à un enfant qu'il n'a pas à avoir peur de dire à papa ou à maman ce qui peut se passer à l'école, qui peut le rendre parfois un peu triste. Voilà, avec des mots d'enfant, quoi.
D'accord. Très, très bonne question, Fiona. Tu as très bien rebondi, pardon. Oui, et donc pour revenir à la question que je posais, comment le parent ou le tuteur peut-il apprendre à son enfant à se défendre ou bien protéger contre les harceleurs? Alors, en l'état, j'aurais plutôt suggéré effectivement une réaction, on va dire, non violente. C'est-à-dire, effectivement, quand on est sur la défense, on pourrait entendre par là le fait, hum, oui, potentiellement, de ne pas se laisser faire, mais si tu veux, Champi, la frontière entre les harcelés et les harceleurs est parfois très mince. C'est-à-dire qu'un enfant qui potentiellement et initialement pouvait se faire harceler, parce qu'il va se défendre, peut au final aux yeux de l'éducation nationale ou de son établissement passer pour la personne agressive et au final le harceleur, alors qu'initialement c'était une victime qui a essayé de se défendre. En l'état, ce qu'il serait important de prioriser, c'est l'alerte. Vraiment interpeller, alerter et indiquer ce qui se passe le plus précocement possible.